en 1950, M. Harmel, dans le gouvernement homogène social-chrétien résultant de l'affaire royale, il y a eu 4 ans de gouvernement social-chrétien homogène, a amorcé quelques soutiens à l'enseignement libre, qui avant était totalement libre, c'est-à-dire pas du tout subventionné. Il tenait sur le poids de l'Église, le nombre de curés qui étaient professeurs, la générosité des parents qui, dans l'enseignement moyen, étaient encore les parents d'une élite, puisque seul un petit nombre d'étudiants allaient dans le secondaire, hein, et donc on pouvait tenir. Mais donc, la démocratisation arrivant, il fallait aider l'enseignement libre. Je veux dire, c'était une œuvre démocratique, en même temps que d'équilibre. Et donc, à ce gouvernement social-chrétien homogène, je vous répète, qui n'était pas tellement social-chrétien que monarchiste de 1950, vient un gouvernement qu'on a appelé le gouvernement des gauches, comme si les libéraux étaient à gauche, qui était le gouvernement Van Acker-Lybardt. Donc le gouvernement Van Acker-Lybardt, c'est un ministre qui est par après devenu président du Parti socialiste, qui était M. Collard, et qui était bourgmestre de Mons comme M. Di Rupo, et qui a fait une loi scolaire visant à l'expansion dans l'enseignement secondaire des écoles de l'État, avec un financement à la clé, construction d'écoles, etc., comme il est normal que fasse l'État. Mais dans la mesure où il se poussait, où il poussait des dépenses supplémentaires pour l'enseignement de l'État, on a dit, oui, mais où est l'égalité? Et donc, il y a eu la guerre scolaire. Et la guerre scolaire, c'était contre 2 choses, c'était pour l'égalité matérielle et pour limiter l'expansion sans fin de l'enseignement de l'État, qui aurait fini par écraser le pauvre enseignement catholique et occuper les 80% de la Seine, tout au moins en Wallonie. Bon. Guerre scolaire, les socio-chrétiens gagnent à nouveau une majorité, au moins dans une des 2 assemblées, et on fait le pacte scolaire, qui a assuré le développement de l'enseignement secondaire. Il faut toujours mettre ça 10 ans après 10 ans. Après 1960, donc après le pacte scolaire, l'enseignement secondaire se développe énormément, et il se développe aussi grâce au fait qu'on aide, sur un pied d'égalité, l'enseignement libre, qui peut accueillir des élèves, puisqu'il en a les moyens, sinon il n'aurait pas pu. Hein, bon. Pourquoi je dis ça? Parce que vous me demandez, est-ce que vous étiez engagé depuis le début? Oui, les socio-chrétiens étaient engagés. Les socio-chrétiens au sens large, la société sociale chrétienne. Et donc, on me rappelle très bien les meetings du CDLD, du Comité de défense des libertés démocratiques, c'est comme ça que ça s'appelait, qui a fait une campagne pendant 3 ans, fort bien montée, où, si vous voulez, c'était le front commun des organisations chrétiennes, l'enseignement libre, les mutualités chrétiennes, les syndicats chrétiens, le Parti social chrétien, tout ce qu'il y avait de social chrétien au sens large, était uni dans un comité qui luttait pour l'égalité, qui est un beau thème, l'égalité, c'est juste l'égalité. Et donc, c'est comme ça qu'on a gagné les élections, et que les socialistes et les libéraux ont perdu les élections et ont fait un pacte scolaire qu'on a eu, je pense, l'intelligence. On n'a pas pris la revanche, on a fait la paix tout de suite quand on était fort. Bon. Donc ça, c'est la base. Il reste des inégalités dans le pacte scolaire, non-financement des bâtiments, on ne paye pas les professeurs prêtres, on enlève 15% sur les subsides par rapport aux autres, parce que ça coûte plus cher, ça coûte moins cher de faire du libre que de l'officiel. Donc il reste des discriminations, mais elles sont supportables pendant un temps. Je serai amené, en 73, à faire un 2e pacte scolaire qui va corriger ces inégalités. Pourquoi fallait-il en 73 revenir sur le pacte scolaire? Parce qu'entre-temps, de 300 000 élèves, je n'arrêtez pas ces chiffres, de quelques centaines de milliers d'élèves dans l'enseignement secondaire, on était passé à 1 million. Et donc, il fallait des classes pour ces millions. Et d'abord dans l'enseignement libre, où ces millions arrivaient, et qui n'avaient pas de bâtiment. Donc, on a dû financer ça. Deuxièmement, le nombre de prêtres diminuait. Donc, il n'y avait pas
j'allais dire, cette main-d'œuvre enseignante gratuite dont pouvait profiter l'enseignement libre. De toute façon, même s'il n'avait pas diminué, le nombre augmentant, la part relative diminuait. Donc les bâtiments et les subventions, c'est la même chose. Dans un enseignement libre de 100 000 étudiants ou 200 000 étudiants, on peut suppléer aux 15% de différence par la fancifère, le sacrifice demandé au professeur, l'appel à la paroisse, le machin, etc. Tout ce que le monde chrétien produisait assez naturellement. Mais ça n'est pas possible quand l'enseignement était aussi massif que ça. C'est un beau problème sociologique qui a d'ailleurs provoqué, nous l'avons déjà dit la fois passée, l'affaire de Louvain, en ce sens qu'au moment où c'est arrivé dans l'universitaire, on a parlé d'expansion universitaire et donc la guerre universitaire a commencé. Donc nous tenions beaucoup, puisqu'il contenait à avoir des discriminations, parce que l'enseignement officiel, notamment officiel provincial dans le Hainaut et à Liège, disposait de beaucoup de moyens par le pouvoir provincial, qui en rajoutait. C'était un pouvoir organisateur. Il avait de l'argent, c'était l'argent des contribuables. Hein, la grande dispute, c'était qui est-ce qui paye tout ça? C'est évidemment le contribuable. Alors, les socialistes disaient, mais payez votre enseignement, vous êtes libre, payez-le. On disait, non, d'une pipe, c'est nous les contribuables autant que vous, donc c'est l'État qui doit, c'est la collectivité qui doit assumer. C'était un beau débat qu'on a fini par gagner, parce que le fond était de notre côté. Voilà, c'était mon rappel de l'enseignement, et c'est comme ça qu'au pacte d'Egmont, sachant combien nous tenions au caractère fédéral de l'enseignement, fédéral national de l'enseignement, on n'y a pas touché. Je pensais que on pouvait aller vers une communautarisation de l'enseignement, ça me semblait même assez logique, mais pour autant que le système de financement soit basé sur le principe un enfant égale un enfant. Et que donc les moyens donnés aux communautés pour l'enseignement soient en proportion du nombre d'enfants dans le système éducatif. La répartition en fonction du nombre d'élèves est plus avantageuse qu'une répartition en fonction du revenu, puisque le revenu par habitant en Flandre est plus élevé qu'en Wallonie. C'est clair que, c'est pour ça que les Flamands insistent toujours sur une clé de répartition en fonction du rendement de l'impôt des personnes physiques dans la région. Parce que ça leur donne plus. Tandis que nous insistions, nous, sur une répartition en fonction du nombre d'élèves, sur base du principe un enfant égale un enfant. Et ça, c'est plus avantageux pour les francophones. C'est vrai qu'il y a encore des différences, oui. Donc, globalement, le subside par élève est plus élevé pour l'enseignement public que pour l'enseignement libre. C'est vrai. Mais je vous dis que si on compare à d'autres pays, l'écart est encore beaucoup plus grand, parce que dans d'autres pays, on considère qu'il y a la liberté d'enseignement, on peut organiser un enseignement privé, mais il n'y a pas de raison que le public le subside. Le malheur de l'enseignement francophone, c'est affreux ce que je vais dire, a produit le bonheur de l'enseignement chrétien francophone. Comment? Quelle mécanique? C'est très simple. Puisqu'en 1988, la majorité a accepté de communautariser l'enseignement, donc de diminuer la part des francophones dans l'enseignement, on a fait, parce que c'était insupportable, une période de 10 ans de transition. Et donc on n'a pas supprimé, donc la différence a été coupée en 10, et c'était 10% chaque année. Donc c'était indolore la première année, on s'est toujours économisé 10%. 20%, ça va encore, 30% on peut emprunter, 40% ça devient difficile. Et donc, l'enseignement francophone a dû, à un moment donné, en tout cas la communauté française, ou le contribuable francophone, a dû dire, mais on arrête avec l'enseignement. Il y avait un autre phénomène dans l'enseignement, c'est qu'on avait généralisé, dans l'enseignement francophone, l'enseignement, comment on appelle ça, l'enseignement qui démultipliait les... c'était pas l'enseignement moderne, c'est l'enseignement, un renouveau de l'enseignement qui avait été imposé par les pédagogues et qui disait l'enseignement est inadapté parce qu'il est calqué sur les plus malins
et donc tous les moins travailleurs ou les moins intelligents ne réussissent pas. Il faut donc déployer l'enseignement dans une multiplicité de talents possibles. L'enseignement rénové, pardon, c'est l'enseignement rénové. Voilà. Et donc, l'enseignement rénové avait coûté excessivement cher, puisqu'on avait multiplié les filières. On me rappelle très bien, à Arlon, il y avait, dans les grandes écoles, on pouvait étudier 10 langues, parce que c'était possible de faire des petites classes de 1, 2, 3, 4 personnes pour l'espagnol. Bon. Donc, c'était intenable à terme. Dans l'enseignement francophone, c'était encore une faiblesse des francophones. Les Flamands, ayant un enseignement libre, ont été beaucoup plus rigoureux. Ils n'ont pas fait l'enseignement rénové. Donc les francophones, au moment où ils allaient perdre de l'argent par la communautarisation, avaient fait une réforme coûteuse. Plus fort poussée dans l'enseignement officiel que dans le libre, qui avait été réticent. On a dû le forcer, le libre, à aller dans le rénové, tandis que l'officiel en a fait. Donc tout ça, ce sont des causes sociologiques à des problèmes budgétaires qui causent des problèmes politiques. Bon, c'est intéressant de faire le lien. Et donc, pour revenir à notre affaire de l'enseignement, de crainte de la minorisation de l'enseignement libre chrétien dans le sud du pays, le fait de la menace budgétaire croissante sur l'enseignement en général a fait que la souffrance a été plus grande dans l'enseignement officiel, qui en plus manquait d'une motivation qui existait peut-être de l'autre côté, et que donc l'enseignement officiel était en crise. Et il y a eu des grèves qui ont été beaucoup plus fortes dans l'enseignement officiel que dans le libre. Qu'ont fait les parents? Les parents de l'enseignement officiel ont dit non d'une pipe, il y a du désordre ici, je ne suis pas catholique, mais je vais dans l'enseignement libre. Et donc l'enseignement libre s'est déployé, parfois au détriment de son engagement philosophico-religieux, mais donc dans les années 90, l'enseignement libre, ça a cru considérablement. J'ai toujours été défenseuse ou défenderesse. Je ne suis pas en justice, donc ça peut être défenseuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française à l'époque. Parce que c'était un pont entre les francophones. Pas pour tenir l'institution comme telle, mais parce que c'était un pont entre les francophones. Où je tenais à ce que l'enseignement reste fédération, parce que c'était un seuil de viabilité. Donc voilà, je pense qu'il faut garder, c'est en tout cas ce que moi j'avais dans la tête. Évidemment, il faut aussi faire des calculs, mais quand je parle du seuil de viabilité, il y a des calculs économiques et financiers, c'est certain. Mais c'est vrai que si on considère les choses, quand on voulait alléger ou délester la communauté française de certaines données, la logique financière allait quelquefois contre la logique intellectuelle. Par exemple, c'est vrai que l'enseignement coûtait fort cher à la communauté française, mais c'est vrai d'autre part que si on le régionalisait, on perdait un seuil de viabilité aussi. Et que moi, j'aurais été, et ça c'était une des conclusions du groupe que j'avais présidé, qu'on aurait pu créer une coupole, et ça rejoint aussi la restructuration de l'enseignement public, une coupole générale pour l'enseignement de la communauté française, province, etc., avec autour de la table des spécificités bruxelloises et des spécificités wallonnes. Spécificités wallonnes qui peuvent être aussi divisées, hein, parce que l'enseignement au Luxembourg, c'est pas du tout la même chose qu'à Charleroi ou qu'à Liège. Donc voilà, ma logique c'est celle-là, dans l'institutionnel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, face à ça, avoir des possibilités de négociation. Notre gros problème dans les deux premières négociations
institutionnelle, c'était que on n'y était pas préparé. Et donc, on s'est laissé embobiner dans certains éléments sans avoir vraiment en tête les conséquences financières. D'où le besoin de refinancement par après. Une erreur qu'on a fait à un certain moment, je pense que ça date du début des années 90 aussi, c'est peut-être, je ne suis pas, je n'ai pas de statistiques. D'abord, on a fait de grosses écoles. Je pense que ce n'est pas la meilleure des choses. On a regroupé et on a dit en dessous d'un tel seuil, ça n'existera plus. Et la deuxième chose, on a séparé les écoles techniques, professionnelles des écoles d'enseignement général, même s'il y a le rénové, etc. Et on n'a pas mis en place réellement le socle commun. Et donc je pense que ça a contribué, me semble-t-il, à distordre le mélange social. On a eu des problèmes ici, hein, avec cette rationalisation-là. En étudiant bien la législation, on est parvenu à réouvrir les écoles. Ah oui, ok, quand même, quoi. Ah oui, des écoles qui n'existaient plus, puis on a acheté un bus communal, hein, pour aller au bassin de natation ou quoi. Parce qu'à Marville, on a créé une école, on a fait des écoles, des sections maternelles un peu partout, on a rebâti convenablement. Donc vous avez un peu contourné la rationalisation, en fait. Légalement, oui. Je pense que notre participation à la réforme de l'État a été vue comme essentielle pour faire avancer la suite du pacte scolaire, c'est-à-dire une plus grande égalité entre réseaux d'enseignement. Et donc nous étions dans une position de force, c'est que l'on pouvait participer à cette réforme de l'État en disant mais on va vraiment progresser, c'est-à-dire que nous partons d'une situation où il y a deux réseaux qui s'affrontent et où traditionnellement notre seule mission est de défendre le réseau libre face au réseau officiel. Et ça a été l'intelligence de la démarche de Joëlle Miquet, elle a dit il faut profiter de ça pour que nous parlions enseignement plutôt que de parler réseau. Et à partir du moment où nous mettrons l'accent sur l'enseignement, assez naturellement, on se posera la question, mais pourquoi une inégalité entre les réseaux et pourquoi des discriminations? Et donc c'est une approche qui a pris vraiment les autres à contre-pied. Je participais directement aux réunions, on a vu la surprise à certain moment, je crois que c'était Asquin, a dit oui mais l'enseignement officiel c'est nous, c'est pas vous. Ce qui était d'ailleurs assez curieux, parce que l'enseignement, c'est l'enseignement de l'État. Et donc, la démarche a été de dire, il y a un problème qualitatif au niveau de l'enseignement, et la division en réseau a sans doute été, non pas un élément de saine concurrence, mais un élément de stratification du secteur. Et donc, essayons d'améliorer la situation des enseignants, d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et pour y arriver, il faudra justifier pourquoi il y a encore des différences entre enseignement public et enseignement catholique, puisque l'enseignement privé, c'est essentiellement enseignement catholique. Et je pense que la force de Joëlle Miquet, c'est qu'elle a en tout cas ébranler la conviction d'un certain nombre, dont Elliott Di Rupo, qui assez rapidement a compris que, au fond, c'était une occasion unique
à la fois vis-à-vis du monde laïque, de pouvoir leur dire, écoutez, nous, on est coincés. Si on n'a pas le PC, on ne sait pas avancer, donc on a besoin de leur faire des concessions, mais en même temps, de ressentir ces avancées, non pas comme des concessions, mais comme un progrès dans la situation de l'enseignement. Et donc on formait, en fait l'équipe c'était Joël Milquet, Étienne Michel et moi. Je pense qu'on a vraiment, à partir de là, réussi à faire passer l'idée que la modernisation de l'enseignement serait profitable à tout le monde. Je crois que la participation à la réforme, ça a été essentiellement ça, et ça a été profitable en diminuant les tensions entre réseaux et en quittant cette logique du donnant-donnant pour une logique d'amélioration de l'ensemble. Pour moi, c'est inadmissible qu'un élève soit refusé quelque part parce qu'il ne fait pas partie de l'élite qui pourrait être accueillie dans une école. Et donc, on ait fait en sorte que les écoles doivent inscrire les enfants et mettre en place les médiations. Quand vous me demandez ce qui me tient à cœur dans l'enseignement, des médiations, mais des médiations immédiates, ce sont des choses importantes parce qu'on a mis en place des systèmes de médiation qui n'étaient pas jusqu'ici des médiations immédiates. Donc le fait de pouvoir inscrire et d'avoir une diversité d'élèves, pas nécessairement de milieux sociaux ou d'origines différentes, pour moi c'est un plus dans une école. Et c'est aussi une possibilité d'accès à tous à une culture de tous, une culture sociétale pour tout le monde, et une même culture pour tout le monde, et pas bon voilà, je viens de ce quartier-là, donc je suis d'office dans cette école-là, ou je viens de cette origine-là, je suis d'office dans cette école-là, que ça aille ou que ça n'aille pas, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, hein. Parce qu'un élève de milieu bourgeois pouvait très bien ne pas se trouver à l'aise dans une école qui était plus réservée pour ce milieu-là. Donc, pour moi, la diversité culturelle et la diversité sociale dans une classe, et je l'ai vécu pendant 20 ans, c'est un plus. Et au départ, on était parti de là. Et puis, ils se sont mêlés toutes sortes de motivations, toutes meilleures les unes que les autres, peut-être recevables les unes et les autres, mais qui ont fait qu'on n'arrivait plus à rien du tout, si ce n'est à cloisonner ou à stigmatiser certains groupes qui permettaient de quand même s'inscrire là ou de quand même refuser là. Et donc, le premier sens pour lequel on avait voulu le décret inscription a fini par se diluer. C'est pour ça que le décret mixité me paraissait tellement important et a été injustement combattu par les parents, c'est qu'il n'est de bonne école qu'une école qui réalise son projet avec une réelle mixité. L'école des élites, c'est très facile. Et ça donne effectivement de bons résultats. C'est un appauvrissement pour l'enseignement. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire mes primaires et mes humanités dans un établissement qui était un établissement de qualité, mais accessible à tous les milieux sociaux. Et nous étions très fiers, c'est que dans notre classe, le premier de classe était le fils d'une femme de ménage qui vivait seule et que justement la démarche de l'école avait été de le soutenir
moralement, intellectuellement et même matériellement. Et ça doit rester la logique. C'est que le jour où on confine l'enseignement à une sélection sociale et où les élites se reproduisent entre elles, il ne faut pas avoir lu Bourdieu pour en être convaincu, là on est et là c'est un manquement. Mais je crois vraiment que en améliorant la situation, d'abord à travers le pacte scolaire, puis au-delà du pacte scolaire, à travers la réforme de l'État, je crois qu'on est vraiment arrivé à des conditions qui font que l'enseignement comme tel ne tend pas à des inégalités. Alors, le résultat n'y est pas. Hein. Reconnaissons que nous sommes parmi les pays les plus inégalitaires au niveau de l'enseignement, mais je pense que ça n'est pas dû à la répartition entre enseignement catholique et non catholique, mais que ça demande un effort extraordinaire de la part des établissements d'enseignement et cette prise de conscience. Alors, c'est plus facile dans une région comme Charleroi, où très clairement il y a un mélange social important et où il n'y a d'ailleurs pas de problème d'écrémicité puisque tout ça se régule sans... Mais je crois qu'un parti comme le nôtre doit, au niveau d'écrémicité, malgré l'impopularité que ça entraîne, hein, dans notre public, il faut le reconnaître, on doit rester attaché à ça. Mickey m'a demandé de présider le groupe de travail qui doit faire l'état des lieux de l'enseignement obligatoire. Donc, il y aura d'autres groupes de travail par la suite pour faire de la recommandation, mais il faut d'abord se mettre d'accord sur quelle est la situation aujourd'hui, quel est l'état des lieux, et je peux vous dire que rien que ça paraît... Enfin, c'est un peu compliqué. Oui, oui, oui. Parce que certains ne veulent pas voir la réalité. C'est étonnant. Je découvre, par exemple, les syndicats d'enseignants refusent d'entendre certains experts. Parce que ces experts peuvent être dérangeants et dire des choses qui... Bon. Ah oui, mais à ce moment-là, on avance. Ah oui, oui, mais je découvre un mot très compliqué. Et donc voilà. Je ferai quand même entendre des experts. Mais c'est pas simple. Donc voilà. Or, je trouve que ce que Joël Milquet a lancé là, c'est tout à fait essentiel. Parce que je crois que vraiment, l'avenir des jeunes générations, pour beaucoup, se joue au niveau de l'enseignement. Et donc, faire en sorte qu'il y ait une plus grande proportion de jeunes qui accèdent à une formation plus élevée, je crois que c'est la clé pour l'avenir. Et donc, il est temps de faire un certain nombre de réformes de l'enseignement. Et Joël Milquet a eu raison de lancer cette idée d'un pacte pour un enseignement d'excellence. Voilà, j'espère qu'elle réussira.